Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, avant-match entre le Real Madrid qui va se déplacer au Portugal sur la pelouse de Braga pour la troisième journée des phases de poule de Ligue des Champions. Un match bien entendu qu'il ne faudra pas prendre à la légère car quand on est en Ligue des Champions, même si le Real est le roi de la compétition, il n'y a pas de petits matchs, même les petits matchs peuvent être difficiles, surtout à l'extérieur, mais en plus une victoire du Real ferait la troisième consécutive, ce qui nous amènerait au plus proche possible d'une future qualification si en plus on venait à gagner le match retour contre Braga à la suite. Une équipe très intéressante qui a beaucoup de qualités mais aussi beaucoup de lacunes qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo malgré un début de saison de leur côté qui est quand même plutôt intéressant. Du coup, je vous laisserai me dire en commentaire quels sont vos pronostics pour ce match-là, est-ce que vous pensez que le Real va gagner, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et mettre un gros pouce bleu si vous voyez une victoire du Real Madrid et que vous aimez bien sûr le Real Madrid. Cette chaîne est faite pour vous, on va foncer tous ensemble les amis jusqu'aux 70 000 abonnés, je compte sur vous en tout cas pour rejoindre l'équipage. Pour analyser ensemble le bon début de saison de Braga, leur bonne forme du moment et surtout leur dynamique positive, il faut d'abord savoir qu'ils sont passés par les barrages pour se qualifier en phase de poule de Ligue des Champions, match remporté aller et retour 2-1 et 1-0 contre le Panathinaikos avant que la tâche devienne un peu plus ardue en phase de poule. Une défaite initiale à domicile 2-1 contre Naples, un match qui était quand même beaucoup plus serré qu'il n'y paraît, dans lequel ils ont été pas mal mis en danger mais ils ont su résister, exploiter aussi les faiblesses de Naples sur le coup, jusqu'à avant de craquer bien sûr dans quasiment les derniers instants. Ils ont aussi réussi à remporter quand même une belle victoire sur la pelouse de l'Union Berlin 3-2 en ayant remonté au score. En plus de ça, je crois que c'était 1-0 ou 2-0 qu'ils perdaient, donc globalement c'était un match dur et impactant, mais ils ont quand même réussi à ressortir avec la victoire, preuve qu'ils ont du caractère. Ils ont réussi à passer les premiers tours de la Coupe du Portugal en battant une équipe de Rebordosa qui est en 2e ou 3e division portugaise sur le score de 2-0, et en championnat ils sont 4e derrière le Sporting, derrière Benfica ou Porto avec 5 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ils ont marqué 20 buts en championnat pour 14 buts encaissés et seulement un seul clean sheet, ce qui montre une défense qui prend des buts à chaque fois de manière trop régulière, qui n'arrive pas à être trop imperméable aux attaques adverses, mais qui ont quand même une attaque qui rattrape le coup et qui marque énormément. Ils ont quand même perdu des matchs contre Famalicão qui est 7e au championnat, ils ont aussi perdu contre Farense qui est 13e. Ils ont des victoires principalement contre des milieux ou bas de tableau, sauf peut-être contre deux adversaires qui sont Bonavista ou encore Moreirense qui sont 6e et 8e du championnat, donc juste derrière eux, donc forcément ça reste une performance assez intéressante. Et contre le Sporting qui est quand même premier, ils ont fait 1-1. Donc ça montre qu'ils sont forts globalement contre les faibles et les moyens, mais dès qu'on monte d'un cran en intensité et en qualité individuelle et collective, là ça commence un peu à bégayer. Ils ont un style de jeu en 4-2-3-1 pour essayer d'apporter de la densité au milieu, de la qualité technique, de bien ressortir proprement les ballons, d'essayer de dominer le jeu avec un style de possession qui les élève à 60% de possession en moyenne, 82% de passes réussies et aussi 35% de précision de centre réussi, ce qui les classe d'ailleurs top 1 dans ce domaine devant Benfica, Porto et le Sporting au Portugal, parce que simplement entre leur possession, leur agressivité, le pressing qu'ils exercent et le contrôle du milieu, ils écartent aussi systématiquement le jeu par des latéraux qui essaient de monter, de dédoubler, des ailiers qui sont assez percutants, très dribbleurs et qui centrent automatiquement, et surtout, il faut savoir un truc, Braga joue énormément sur les centres car ils ont quand même de bons attaquants pour marquer, des bons joueurs aussi qui savent se placer correctement dans la surface et exploiter le moindre second ballon qui peut traîner, et surtout ils marquent 85% de leurs buts dans la surface, dont la plupart qui viennent de la tête ou sur un centre, ce qui montre bien aussi que c'est quelque chose de très impactant. Quand tu sais que le Real Madrid cette saison a pris 10 buts dont 8 qui viennent d'un centre, ça montre bien que Braga peut potentiellement nous faire plier sur ça, sur leur qualité. Nous c'est notre principal défaut, donc c'est pour ça qu'il faut pas les sous-estimer, c'est quand même des éléments tu vois hyper importants à analyser, parce que nous nos latéraux sont pas au top de leur forme malgré des masterclass en ce moment de Carvajal qui nous a sauvé contre Séville l'autre jour, mais défensivement c'est pas encore ça. T'as Mendy, Fran Garcia qui galère encore à gauche, et même quand t'as Camavinga arrière gauche, malheureusement du coup tu perds un peu de puissance au milieu si tu l'enlèves, mais globalement sur les côtés on prend souvent l'eau avec des débordements, des centres de tous les côtés, et dans l'axe avec du coup Rudiger et Alaba, surtout à cause d'Alaba qui est souvent en retard, qui peine à y aller, qui a encore mis un but contre son camp l'autre jour et qui n'a pas le rythme en tout cas à force des blessures et de rechuter, souvent on fait des boulettes, des grosses erreurs de concentration, de placement, de marquage, ça nous coûte très cher, et c'est pour ça souvent qu'on est obligé de recoller au score plutôt de dominer les matchs avec une attaque et un milieu pourtant qui contrôle le jeu et qui a de nombreuses occasions. Ils tirent en moyenne plus de 15 à 20 tirs par match, ce qui est quasiment comme nous, où nous on est plutôt sur 20 ou un petit peu au-dessus de nombre de tirs par match. Ils encadrent 6,4 par match et surtout ils prennent quand même 21 cartons jaunes, parce que, et c'est là qu'on va venir aussi après au niveau de tout ça, c'est que c'est une équipe qui est très jeune, très inexpérimentée sur certains secteurs, notamment des latéraux qui ont 20 piges ou certains milieux de terrain aussi assez jeunes, mais globalement des joueurs qui ont l'agressivité mais parfois
mal canalisés, des joueurs aussi qui perdent patience, qui commettent pas mal de fautes, des fois des fautes intelligentes, des fois des fautes parce qu'ils sont tout simplement dépassés. C'est pas une équipe qui défensivement est aussi rapide que ce qu'ils peuvent apporter en attaque. Défensivement, ils sont assez lents. On a une équipe qui a beaucoup de lacunes, malgré des qualités évidentes de profondeur et de verticalité. Dès que tu leur fais subir à eux, ils laissent énormément d'espace. Dans les 1 contre 1 en défense, ils se font fumer quasiment à chaque fois, ce qui amène quand même beaucoup de buts encaissés de leur part sur des duels qui viennent directement à 1 contre 1. Par exemple, les matchs contre Naples, contre Farense, Moreirense, Rio Ave ou le Sporting, comme je vais vous montrer les images depuis tout à l'heure et comme je vous les montre maintenant, ils laissent énormément d'espace. Regardez les écarts qu'il y a entre les défenseurs, entre les milieux de terrain. Regardez un peu comment les joueurs sont toujours mis quasiment seuls contre les attaques adverses, comment les boulevards sont ouverts sur les côtés, comment les adversaires peuvent percuter, peuvent centrer hyper facilement, comment ils peuvent se positionner. Le marquage, il est vrai qu'en défense, même s'ils ont une belle attaque, eux en défense, c'est vraiment un petit peu le no man's land. C'est vraiment, je sais pas, c'est un petit peu fait au hasard, tu vois. Quand tu vois les buts de Farense, de l'Union Berlin, de Naples, etc., tu te rends compte facilement que Braga est ultra désorganisé, que parfois leur pressing est malheureusement fait pas par tout le collectif ou pas sur le même rythme, que les transitions, la manière de coulisser n'est pas bonne en défense, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent pas prétendre aux plus grosses places, du moins les podiums, du coup au championnat portugais, et éventuellement rêver d'aller au moins 8e de finale de Ligue des Champions, parce que tout est trop désorganisé, tout est trop laxiste, et malgré des joueurs d'expérience comme José Fonte notamment en défense, ça ne suffit pas. C'est même si t'as un effectif qui fait peur à l'adversaire, qui contrôle bien le jeu, qui joue beaucoup sur les côtés, qui fait beaucoup de centres précis, qui peut faire très mal là-dessus, qui marque beaucoup de buts de la tête, sur les coups de pied arrêtés, qui ont déjà mis des coups francs directs, qui ont des joueurs qui peuvent artiller de loin aussi, tout comme nous par exemple. Avec eux, le danger offensif peut venir de partout, mais à l'inverse, le danger défensif pour eux-mêmes vient aussi de partout. Dans les joueurs à suivre, t'as Simon Banza qui a déjà marqué plus de 6 buts cette saison, t'as par moment Abel Ruiz aussi, l'ancien joueur formé au Barça qui est quand même intéressant, qui marque quelques buts, qui a une facilité aussi à se démarquer, à jouer de son physique aussi pour tenir le ballon et semer un peu le bordel dans la défense adverse. T'as Horta, l'international portugais, qui a déjà fait 8 passes décisives cette saison en tant que numéro 10 ou 9,5, qui peut, par ses décrochages, ses combinaisons, sa technique et sa classe, faire extrêmement mal. Du coup, lui, faut pas le laisser jouer, c'est vraiment le maître à jouer de Braga, donc s'il est neutralisé par Tchouaméni et d'autres joueurs comme ça un peu défensifs, on peut court-circuiter assez facilement le jeu de Braga. Après, t'as aussi Alvaro Diallo et Bruma qui sont importants à marquer, les deux ailiers qui sont assez virevoltants, assez percutants. Bruma qui a déjà marqué 6 buts cette saison et Alvaro qui en a marqué 6 pour 3 passes D, donc des joueurs en confiance, qui ont des stats, qui savent qui sont sûrs de leur qualité, qu'il faudra maîtriser. Leur point faible, c'est vraiment les latéraux, Joe Mendes et Borra, qui ont tous les deux 20 ans, qui sont assez inexpérimentés, qui montent des fois un peu trop, qui laissent des boulevards derrière, qui sur les 1 contre 1, comme je te disais, sont assez faciles à effacer, ils laissent beaucoup d'espace, ils ont beaucoup de lacunes, ils font souvent des fautes, et malheureusement, c'est pas Serdar qui a aussi 20 ans en défense centrale, ou pourquoi pas Niakate qui a 24 ans en défense centrale, qui peuvent aujourd'hui les aider, parce qu'ils doivent tellement être débordés sur les côtés, que ça leur arrive de devoir dépasser leur fonction et déserter l'axe, et si les milieux de terrain ne sont pas revenus pour prendre la place des défenses centraux qui sont un peu écartés pour prendre les marquages, tu comprends pourquoi ils sont extrêmement à la traîne contre les attaquants adverses et leur vitesse. D'ailleurs, leur duo au milieu de terrain, c'est Salazar et Mousrati. Mousrati qui a une technique hyper propre pour ressortir le ballon, qui ratisse énormément, et Salazar aussi qui est là pour l'accompagner. Ces deux-là, s'ils ont pas le temps, parce qu'ils sont pas forcément très rapides, ils sont assez lents, s'ils ont pas le temps de revenir, et si tu arrives à les bouffer en transition défensive, offensive, en apportant de la verticalité, en lâchant vite les ballons, en faisant comme on fait en tout cas en ce moment, être bon techniquement et attaquer, on peut facilement les déborder. Et comme je le répète, le Real Madrid, on connaît les qualités, on connaît les faiblesses. On est bon dans la domination, on est bon dans la monopolisation du ballon, on est fort en attaque, mais si on manque un peu d'efficacité par moment, surtout des joueurs comme Rodrigo qui a intérêt de se réveiller, parce que Rosselló pour moi et Brahim Diaz ne doivent pas être remplaçants pour Rodrigo en ce moment, qui manque de confiance, qui a pas ce qu'il faut en ce moment pour être un tueur. Il s'est plaint avec le Brésil qui jouait pas à son poste, qui manquait de liberté en pointe par rapport à quand il était sur un côté, par rapport à ses compétences aussi, et il est vrai qu'il peut pas tenir le ballon, il peut pas faire remonter le bloc, même si c'est quelqu'un qui a une très bonne technique, etc. Dès que les mecs vont lui mettre la pression et aller au physique, il est mort, tu vois. Lui, c'est la dribble, c'est la vista, c'est partir un peu de loin, prendre en vitesse, combiner, être face au jeu, pas avoir le dos face au jeu en tout cas. Mais globalement, Rodrigo aujourd'hui doit être sur le banc. Rosselló et Vinicius doivent être hyper impactants parce que Rosselló peut se frayer un chemin justement de cette défense centrale pour attirer les joueurs, pour maintenir le ballon ou les dévier de la tête avec son physique. Pour Vinicius et pourquoi pas Bellingham un peu en retrait ou simplement nos arrières latéraux qui vont monter comme Mendy ou Fran Garcia ou Carvajal pour apporter de la vitesse et de la percussion. Valverde qui aime souvent aussi prendre le couloir droit, il aura tout loisir de le faire avec sa puissance et vraiment le Real aujourd'hui a les qualités pour exploser Braga et du moins leur défense. Mais comme je l'ai dit, notre défense à nous manque de concentration, de timing et peut se faire bouffer sur les côtés, sur les centres et aussi
dans l'axe par rapport au duel et au fait qu'on n'y va pas souvent. Et que Kepa se retrouve aussi, ou tout comme Lounine, livré à lui-même avec des têtes à bout portant ou des reprises à bout portant. Donc les qualités du Real, forcément, en ce moment avec l'arbitre qui nous a fait chier contre Séville, là faut se remettre à l'endroit, c'est la Ligue des Champions, on sait très bien ce qu'on vaut, on sait très bien qu'avec les doubles confrontations qui arrivent, on peut se qualifier le plus vite possible et simplement après commencer à faire tourner pour les derniers matchs de Ligue des Champions et se préparer uniquement pour le championnat et la Copa del Rey qui va pas tarder à arriver, et comme ça on peut doser les efforts. Plus vite t'es qualifié, plus vite tu gères le calendrier, plus t'es tranquille. Bellingham, il a pas marqué contre Séville, mais il a fait un super match et je suis certain qu'il marquera encore en Ligue des Champions contre Braga. Il aura les espaces, la technique et largement ce qu'il faut pour combiner avec Vinicius, Rossellou, Rodrigo, Valverde, etc. Camavinga, qui a pas commencé titulaire, peut éventuellement être là, même si je pense que Toni Kroos sera encore une fois titulaire ou Luka Modric pour apporter ce contrôle et cette expérience contre une équipe qui sera fougueuse à domicile. Tchouaméni, irréprochable en tout cas, il faut qu'il continue comme ça, dépasser sa fonction, tirer de plus en plus, oser monter sur les corners comme il le fait parfaitement depuis son premier but en tout cas avec nous. La défense, faut juste qu'elle se ressaisisse. Là, moi si j'étais Ancelotti, je mettrais Nacho titulaire avec Rudiger, mais comme Alaba doit jouer le Classico également, peut-être que Ancelotti va le laisser pour prendre confiance vu que c'est quelqu'un qui est respecté dans le vestiaire et un taulier sur le terrain, mais Nacho mériterait plus de jouer à mon sens en ce moment que Alaba, malgré sa connerie contre Gérone et son carton rouge. Donc pour moi, je pense que le Real Madrid, en se canalisant, peut dominer le jeu, doit faire attention en défense avec tout ce que je vous ai dit, les coups de pied arrêtés, les coups francs, les frappes de loin aussi de Mousrati, de Salazar et de Horta qui sont assez impressionnantes, éviter au maximum les centres, de les laisser déborder, toujours avoir un bon pressing, et plus on les poussera à reculer, moins Bruma et Alvaro pourront nous saouler avec leur débordement, plus nos latéraux seront poussés à la faute, et éventuellement, dès qu'ils auront des cartons jaunes, ils pourront plus trop défendre, et on sera beaucoup plus tranquille avec Vini et sa vitesse. Pas laisser Mousrati et Horta faire le jeu, donc ça c'est au milieu de terrain de faire le jeu aussi, et puis il faudra être efficace devant, ne pas attendre 40 occasions, s'il faut tuer le match dès le premier quart d'heure ou dès les 5 premières minutes, on le fait. Enfin bref, voilà les gars, c'est tout pour l'analyse de l'avant-match qui est quand même assez complète, j'essaie de vous illustrer ça au mieux possible, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, me donner votre pronostic, moi je vise pourquoi pas un 3-1 pour le Real Madrid à l'extérieur en Ligue des Champions, ce serait pas mal, juste avant le Classico en plus de ça. Abonne-toi, coche la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, Twitter et Instagram sont en description si tu veux me parler en dehors des vidéos, et à bientôt les gars pour prochaines vidéos, ciao.